Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez extrêmement bien. Alors évidemment aujourd'hui on va donc se faire une nouvelle fois un tour de l'actualité du MotoGP, pas mal de petits sujets assez croustillants et on va tout d'abord commencer par une news qui est donc officielle. Nous avons toutes les dates de présentation des teams 2024 du MotoGP. Dans de précédentes vidéos on avait parlé de la date par exemple de Gresini ou encore du team VR46. Ça y est, maintenant on a les dates pour l'ensemble de la grille. Et pour continuer avec une autre petite news, ce vendredi 12 janvier, on a vu Luca Marini gagner la course America. C'est la première des deux journées des 100 km des champions qui est organisée, je le rappelle, chaque année par Valentino Rossi dans son fameux ranch. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce fameux ranch. Et du coup, on fait des journées où on se bagarre, on fait un petit peu de baston parmi les pilotes VR46, mais aussi parmi de nombreux pilotes qui sont invités. Et c'est bien le pilote Honda, Luca Marini, qui a gagné cette première journée. Très intéressant. Et on souhaite clairement que ça continue de gagner au cours de cette saison, mais cette fois-ci en MotoGP avec Honda. Moi je croise les doigts, ça serait une très très belle chose pour lui. Enfin bref, continuons donc d'enchaîner. Maintenant on va se voir les propos du pilote français Johann Zarco, qui est donc revenu un petit peu sur son année. Il a parlé un peu de la performance aussi qu'il a pu réaliser, mais aussi son coéquipier Jorge Martin. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il a parlé un petit peu des différences de performance qu'on peut avoir aujourd'hui chez Ducati par rapport à la concurrence, et il va dans un sens que je trouve intéressant mais surtout surprenant. Je ne m'attendais pas trop à ce genre de propos, donc voilà, je voulais donc vous montrer tous les propos de Johann. On va donc commencer sur un petit récapitulatif assez rapide de sa saison et de celle de son coéquipier. C'est vraiment agréable quand on repense à cette saison et au joli podium que Martin et moi avons partagé ensemble. J'ai bien commencé cette saison et j'ai obtenu plus de points que Roré, mais depuis sa victoire dans la course sprint au Mans, Roré a été incroyable, ne quittant presque pas le podium et se battant pour le titre. Nous ne pouvions pas nous attendre à nous battre également pour le titre par équipe au début de la saison, pensant peut-être que le duo d'usine Ducati-Pecco et Bastianini aurait pris le plus de points. Je suis donc assez fier d'en avoir fait partie. Voilà déjà donc les quelques propos sur cette saison de Johann Zarco, mais aussi du team Pramac dans l'ensemble, et c'est vrai qu'on n'apprend pas spécialement grand chose, mais je pense que c'est aussi intéressant de voir un petit peu la positivité du pilote français, et on peut le dire, c'est sûrement peut-être l'une des plus grandes saisons qu'a pu faire Johann Zarco chez Pramac, mais aussi globalement en MotoGP. Alors je me rappelle d'une précédente saison où il avait quand même joué le titre de champion du monde, surtout dans la première partie de saison. C'est vrai que cette année ça a été plus difficile de ce point de vue là, mais quand même dans l'ensemble on a pu voir un Johann Zarco vraiment très rapide, vraiment très bien, et surtout peut-être un petit peu plus constant sur l'ensemble de la saison. Il y a eu évidemment aussi cette première victoire à Phillip Island, je pense que ça vous l'avez pas oublié. Moi ma voix s'en souvient encore, à je sais plus quelle heure du matin à crier vas-y Johann. Enfin bon bref, on va pas repartir là-dessus, mais quel moment c'était. Je pense qu'on a bien savouré cette première victoire du pilote français. Donc ouais, tout ça me fait dire quand même que c'est sûrement l'une des meilleures saisons déjà de Johann en MotoGP et avec Pramac. Mais je tends même à vous dire que quand même je pense même que c'est l'année peut-être l'une des années presque les plus complètes de la part du pilote français avec cette victoire forte, même s'il y a eu aussi des très belles saisons avec Yamaha et aussi avec Ducati Pramac, donc c'est pas facile. En tout cas, on continue avec la deuxième partie des déclarations du pilote français où il revient un petit peu sur la performance de la Ducati et fait aussi une rapide comparaison avec les autres. Il déclare donc: ce que Ducati a fait d'incroyable, c'est de créer une moto sur laquelle tous les pilotes peuvent gagner. Il donne l'opportunité à chaque pilote de gagner des courses et de se battre pour le podium, en trouvant pour chacun de bonnes sensations sur la moto. C'est là qu'ils ont été fantastiques. Et il conclut en disant: quand on analyse tout, la différence de performance n'est pas si grande avec Ducati. Et c'est ce qui donne beaucoup d'espoir aux autres, parce que ce sera un changement ou quelques changements qui amènera également les autres motos au sommet. Alors je vous rappelle évidemment que Johann Zarco a signé chez Honda, et précédemment je vous disais que j'espérais évidemment voir Luca Marini capable de jouer quelques victoires au cours de cette saison avec la Honda. Bon, je le dis tout de suite, ça va pas être facile, mais on peut évidemment aussi souhaiter à Johann Zarco de jouer de très belles choses au cours de cette saison. Bon, je continue de penser que Honda aura beaucoup de mal à jouer la victoire, peut-être même beaucoup de mal à jouer les podiums, peut-être même beaucoup de mal à jouer les top 5, les top 10. Pour l'instant, c'est vraiment difficile de se faire un avis là-dessus, mais je vous rappelle qu'après les tests de Valence, on a pu voir des choses extrêmement positives, quand même de la bouche de Johann Zarco, mais aussi par exemple de celle de Joan Mir, qui a lui vécu une saison 2023 extrêmement difficile. Donc vous imaginez bien qu'il était évidemment exigeant pour ce test de 2024. Donc dans l'ensemble, pour l'instant, il y a des choses positives. J'espère que Johann Zarco arrivera à nous faire de très beaux résultats au cours de cette saison. J'espère que, comme il le dit, l'écart n'est pas si grand avec Ducati. Bon,
Encore une fois, c'est vrai que d'un point de vue temps, les écarts sont pas si grands. On parle de quelques dixièmes par exemple sur la piste sur un tour, mais quelques dixièmes c'est difficile à rattraper et on a pu le voir ces dernières années pour les constructeurs japonais. C'est difficile d'aller gratter ces derniers petits dixièmes pour réellement revenir sur la concurrence européenne. Mais on peut croiser les doigts. Aujourd'hui, il y a un investissement qui est assez majeur chez Honda. On a eu aussi maintenant ces nouvelles concessions qui vont arriver. Je crois qu'on parle de 30 journées de tests pour 2024 de la part de Honda. Donc c'est quand même pour vous situer et pour vous rendre compte de l'investissement qu'on met en place de la part du constructeur japonais. On croise les doigts et on espère surtout que ça va fonctionner. En tout cas, on a une moto qui pour l'instant semble bien partie. On a des pilotes qui sont très bons. Espérons que la mayonnaise prenne. Allez, on arrive donc à notre avant-dernier sujet et on va rester dans le giron Honda. On va reparler de ces histoires de sponsors parce que récemment, d'après les informations de Speedweek, oui, Red Bull va donc bien quitter Honda pour la saison 2024. À noter que Red Bull et Honda étaient ensemble depuis 2015. C'est donc quand même évidemment un sponsor important qui va quitter Honda. On le sait, c'est sûrement à cause du départ de Marc Marquez. On en avait donc assez rapidement parlé, je me rappelle dans une précédente vidéo, qui disait qu'apparemment il y avait une clause chez Honda que si Marc Marquez partait, Red Bull pouvait donc se retirer du projet. Et apparemment c'est ce qui va être fait donc pour cette future saison. À noter donc que Red Bull pourrait aussi faire son retour chez Tech 3, chez l'équipe française, chez l'équipe qui s'appelle maintenant évidemment Tech 3 Gaz. Alors c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle pour Honda, c'est une bonne nouvelle par contre pour Tech 3. Maintenant à voir ce qui se passera aussi pour l'équipe Gresini avec l'arrivée de Marc Marquez. On sait que Red Bull est attaché donc au pilote espagnol et on pourrait quand même imaginer que Red Bull devienne un sponsor extrêmement important pour l'équipe Gresini. Ça encore une fois, il faudra donc attendre le 20 janvier avec la présentation de l'équipe italienne. On verra bien donc si Red Bull fera partie de cette aventure. Et pour conclure ce sujet, je vous rappelle qu'on arrive aussi dans la toute dernière année de contrat entre Repsol et Honda. Et si jamais Repsol venait à quitter justement Honda à la fin de cette saison 2024, ça serait quand même un réel coup dur pour le sponsor japonais. C'est un sponsor qui est historique, ça fait maintenant 30 ans qu'on est avec Honda. C'est le sponsor titre, c'est aussi le sponsor le plus important de la marque japonaise. Donc à voir aussi ce qui va se passer de ce point de vue-là. C'est sûr que ces dernières années ont été compliquées. Honda a de grosses difficultés du point de vue des résultats sportifs. On a aussi du mal à être aux avant-postes. On a évidemment perdu du coup Marc Marquez, l'un des pilotes les plus influents, voire le pilote le plus influent du plateau. Donc tout ça, ça joue évidemment pour un sponsor. Ça fait des années et des années qu'on a des rumeurs d'un départ du coup de Repsol. Avec tout ce qui se passe récemment, ça devient de plus en plus concret. À voir ce qui se passera. J'espère quand même qu'on re-signera une nouvelle fois. C'est difficile pour Honda, vous connaissez la situation de toute façon du constructeur japonais, il y a des choses positives qui sont en train d'arriver, on a vraiment l'impression qu'il se passe de bonnes choses, mais bon, on a encore pas mal de soucis à régler, en tout cas en MotoGP, mais je le rappelle que ça reste le plus grand constructeur de moto au monde, ça reste historiquement le plus grand constructeur de cette catégorie, on peut quand même imaginer que Honda va rester solidement sur ses pattes et on espère surtout qu'ils vont pouvoir concrètement rebondir dans les années à venir. Allez, maintenant on arrive donc au tout dernier sujet de cette vidéo et on va donc parler de Fabio Quartararo. Le pilote français continue de mettre la pression clairement au constructeur japonais par rapport à son avenir, à sa continuité de carrière chez Yamaha. On sent qu'encore une fois Fabio pourrait re-signer chez le constructeur japonais, mais il va falloir clairement amener de grandes nouveautés, faire en sorte que cette moto fonctionne beaucoup mieux, trouver de la performance et surtout rattraper l'écart qu'il y a aujourd'hui entre par exemple la Yamaha et les autres constructeurs européens. Mais dans ses propos, on se rend compte que oui, Fabio met la pression, mais que surtout il y a quand même, on a l'impression, une prise de conscience chez Yamaha, que les efforts commencent à être mis en place, et bref, il y a pas mal de choses très intéressantes, et je voulais donc absolument vous y lire. Fabio commence déjà quand même en disant qu'il y aura très peu de temps pour le convaincre de prolonger chez Yamaha. Par rapport justement à cette possible prolongation, il a donc déclaré « Je ne sais pas quand la décision interviendra, mais Yamaha fait quelque chose que je n'ai jamais vu. Ils font de gros efforts pour essayer d'améliorer la moto. Je ne sais pas s'ils peuvent le faire, mais évidemment, ils intensifient les choses par rapport à ce qu'ils ont toujours fait. Et c'est une chose que j'aime voir. Évidemment, je veux aussi voir des résultats. Ils ont recruté beaucoup de monde, mais je veux voir des progrès. Et c'est ce qui déterminera mon avenir. S'il y a une idée, ce sera peut-être en avril, mai, juin, juillet. Cette période sera le moment de dire gauche ou droite. Mais j'aurai besoin de temps pour voir le projet et la façon dont Yamaha
va travailler. Le pilote français veut aussi savoir comment les concessions vont fonctionner et il dit normalement si on a l'argent pour investir dans les concessions ça doit être rapide, on doit voir des progrès rapidement, on a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Cela peut faire une grosse différence dans les performances. Yamaha doit faire des tests au cours des prochains mois, plus de moteurs, plus d'essais, des tests avec moi, mais on doit être intelligent et apporter beaucoup de choses. Cela veut dire qu'il faut tout construire super rapidement, pas comme quand on a fait toujours les choses 6 mois trop tard. Je ne ferai pas un test s'il n'y a rien à tester. Et ils doivent le comprendre. On doit faire de gros progrès et on doit continuer à travailler comme ça. En compétition, si quelque chose fonctionne, il fallait l'avoir hier. Il ne faut pas attendre 3 ou 4 mois. Et je pense que c'est une chose que Yamaha doit comprendre. Fabio Quartararo qui dit aussi que pour lui aujourd'hui la mentalité de Yamaha commence un peu à être plus comme les Européens. Et il conclut en disant nous sommes dans le top 10 actuellement. Mais évidemment mon objectif personnel est d'être champion du monde parce que je suis un vainqueur. Mais en étant réaliste, se battre pour le top 3 ou top 4 du championnat la saison prochaine serait immense. J'espère qu'on pourra le faire. Voilà donc ce gros bloc de déclaration de Fabio Quartararo et je trouve qu'on apprend encore pas mal de choses. Alors par contre on le sait, la relation entre le constructeur japonais et le pilote français est tendue. Et on voit encore une fois Fabio qui met quand même un petit coup de pression, voire un gros coup de pression à Yamaha en faisant bien comprendre qu'aujourd'hui, si les choses en 2024 n'évoluent pas, si on ne va pas chercher un réel gain de performance, bon bah voilà, on va tout simplement partir. Et je sais que certaines personnes n'aiment pas trop quand Fabio Quartararo est un petit peu incisif dans ses déclarations, mais moi je trouve ça encore une fois assez logique et je défendrai assez souvent ce genre de propos, tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme le dit très bien Fabio Quartararo, c'est un pilote qui veut jouer le championnat du monde, qui veut jouer des victoires, des podiums, et il a bien compris que malgré tout le talent qu'il peut avoir, moi je considère Fabio Quartararo comme l'un des pilotes les plus talentueux de ce plateau, mais si tu n'as pas une moto qui te permet d'aller gagner, qui te permet d'avoir de la performance, bah malheureusement c'est pas possible de jouer le championnat du monde. C'est trop difficile dans ce MotoGP actuel et surtout c'est trop difficile par rapport à la concurrence européenne. Donc évidemment Fabio Quartararo il est incisif parce que moi je pense pas que c'est un manque de respect par rapport à Yamaha, c'est plutôt que il aime aussi Yamaha et il a envie justement de gagner avec Yamaha, il a envie de bien faire avec Yamaha. Il a envie aussi évidemment pour lui, pour sa carrière de gagner, mais il se rend bien compte qu'aujourd'hui les choses mettent trop de temps, qu'on a trop de difficultés chez les constructeurs japonais et qu'il faut réellement se bouger. Et moi je trouve que c'est l'une des manières qu'ont trouvé donc les pilotes chez ces constructeurs. Rappelez-vous aussi des déclarations de Marquez, d'essayer de faire bouger les choses comme ils le peuvent avec leurs déclarations. Est-ce que ça marche ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, regardez l'autre partie des propos de Fabio Quartararo qui dit que pour l'instant, Yamaha est en train de changer, est en train justement de changer de mentalité. On essaie de faire un peu plus une mentalité européenne. Je rappelle assez rapidement qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, les Européens en MotoGP, ils ont une façon de faire qui est beaucoup plus rapide que les Japonais. Ça veut dire que dès qu'on a une idée d'une pièce, on la fait vite fait, hop, on l'emmène en MotoGP, on voit si ça fonctionne. Si par exemple ça fonctionne un petit peu, on peut peaufiner cette pièce. Et si ça fonctionne pas, hop, on la jette à la poubelle et on recommence en boucle. Et du coup, on a de nombreuses nouveautés qui arrivent très rapidement. Alors que la façon de faire japonaise, c'est plutôt, on va mettre 3 mois à réfléchir à une pièce, ça va passer par plein de secteurs pour être sûr que cette pièce elle est bien, elle arrive en MotoGP, si elle est bien, tant mieux, mais si elle est pas bien, on la jette à la poubelle aussi, et c'est rendez-vous dans 3 mois. Donc c'est là le gros problème, c'est que chez les Européens, on enchaîne, on va beaucoup plus vite, et donc le travail avance beaucoup plus vite, et finalement, on sent que l'écart entre les Japonais et les Européens a énormément grandi. Il faut pas aussi oublier les années Covid qui ont été très compliquées pour les constructeurs japonais et l'écart a aussi vraiment s'est accentué aussi par rapport à ces années Covid. Mais bref, voilà, c'était pour rapidement vous rappeler parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Mais du coup, on sent aussi que Yamaha est en train de changer les choses et c'est pas facile. Clairement, c'est loin d'être facile pour les Japonais. On a toujours fonctionné avec cette manière de faire. Ça fait des années qu'on a gagné avec Yamaha. On a remporté de nombreux titres de champion du monde et d'un coup, on vous dit maintenant il faut faire d'une autre manière. C'est pas facile, il faut le comprendre. Et c'est pour ça que ça prend tant de temps. C'est pour ça que ça fait des années qu'on dit à Yamaha qu'il faut changer les choses. Tout doucement, on commence à voir que ça commence à réellement s'améliorer. On n'y est pas encore, mais on sent quand même qu'il y a un petit quelque chose, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Et comme on a pu le dire aussi pour Honda, avec ses concessions qu'on aura pour cette saison 2024, j'espère aussi vraiment voir Yamaha investir énormément dans le développement. On sait que ça a été aussi un point assez critique dans les années précédentes, où on voyait très peu de tests de la part du constructeur japonais. Rappelez-vous Lorenzo
Renault qui avait pratiquement pas roulé, qui a le Crutchlow aussi qui roule pas non plus énormément. J'espère que justement avec ces concessions et toutes ces journées qu'on va pouvoir avoir pour développer cette Yamaha 2025 ou même aller techniquement améliorer la Yamaha 2024 ou continuer d'améliorer la Yamaha 2024, j'espère concrètement qu'on va le faire et qu'on va avoir un investissement qui est assez majeur. Comme j'ai pu vous le dire pour Honda, on a déjà préparé pour l'autre constructeur japonais de nombreuses journées de test. Espérons que pour Yamaha ce soit la même chose, qu'on continue vraiment de bosser intensivement tout le long de cette saison 2024 et qu'en 2025 aussi on puisse avoir une moto très très intéressante. On n'est plus au stade des promesses, on n'est plus au stade de oui l'année prochaine il y aura peut-être ça ou dans 2 ans il y aura peut-être ça. Il faut absolument qu'en 2024 Yamaha trouve quelque chose et c'est pas facile parce que oui il faut changer sa façon de faire mais il faut aussi trouver quelque chose de concret sur la moto, arriver à aller gratter des petits dixièmes, peut-être même des secondes, hein. On s'enflamme un peu mais voilà, c'est trouver du temps comparé à la concurrence et c'est jamais facile. Et pour moi, ça a toujours été le défaut de Yamaha ces dernières années. On a souvent quand même apporté pas mal de choses. Alors pendant la saison, on n'avançait pas assez vite, c'est sûr. Mais pendant par exemple les tests de Valence ou à Sepang, on a souvent apporté quand même quelques nouveautés, voire pas mal de nouveautés. Mais le problème, c'est de trouver quelque chose qui fonctionne. Et c'est toujours le souci de Yamaha. Et maintenant, ils sont au pied du mur, il n'y a plus de temps. On arrive dans la dernière année de contrat de Fabio. S'ils veulent garder Fabio, il faut absolument trouver quelque chose. Et je croise les doigts. Je croise vraiment les doigts. Il y a pour l'instant vraiment de bonnes ondes pour Honda. Pour Yamaha, il y a encore un grand point d'interrogation. On verra à Sepang début février. En tout cas pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que dans l'ensemble elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours, beaucoup plus rapidement que les derniers temps. C'est vrai que là sur les dernières vidéos, j'ai mis beaucoup d'espace entre chaque vidéo. Là on va essayer de reprendre un rythme un petit peu plus rapide. Bref, voilà, je vous dis bye bye les potes. Ciao.